174 voix pour, 4 contre et 3 abstentions, c'est le résultat du vote du projet de constitution de la République du Tchad. Les conseillers nationaux ont exprimé leur approbation ce mardi après 48 heures de débat. Détail à suivre. Et puis comme vous le savez, demain c'est la fête de Tabaski, en tour dans les marchés à bétail pour vous offrir un reportage. Bienvenue, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous d'information. Après 2 jours de discussion sur le projet de constitution de la République, le dit projet a été adopté par 174 voix pour, 3 abstentions, 4 contre par les conseillers nationaux ce mardi 27 juin depuis le Palais de la Démocratie. Rassemor Djemleila nous fit le point. Sans surprise, les conseillers nationaux, après examen, ont adopté le projet de constitution de la République avec 174 voix pour, 3 contre et 4 abstentions. Une approbation qui passe mal chez les fédéralistes. Pour eux, ils estiment que c'est un vote bien ficelé. C'est une solution complètement absurde parce qu'il aurait été plus facile de soumettre au vote de nos concitoyens 2 constitutions, l'une pour la forme fédérale de l'État et l'autre pour la forme unitaire. Alors on n'aura pas eu besoin d'investir à nouveau pour l'organisation d'un nouveau référendum. Et le Tchad, en décidant d'avoir 2 consultations référendaires, avait bien conscience de ces problèmes économiques, de ces difficultés budgétaires qui, soit dit en passant d'ailleurs, sont meilleures aujourd'hui que lorsque ces résolutions étaient prises. Donc pour moi, cela révèle simplement la certitude du gouvernement par tous les moyens d'arriver à imposer l'État unitaire décentralisé, que ce soit de manière transparente ou non. Ceux qui nous dirigent ont derrière la tête clairement que c'est cette forme d'État-là qui va l'emporter. Voilà. Moi, je suis fédéraliste. Donc il y aura, c'est vrai, malheureusement, il y aurait qu'il y ait 2 bulletins pour des contraintes financières, il n'y aura pas 2 bulletins, il y aura un seul. Mais il y aura écrit oui et non. Donc ceux qui sont pour la fédération voteront non, ceux qui sont pour l'État unitaire fortement décentralisé, comme ils disent qu'il n'existe pas en droit, voteront oui. Chez les unitaires, c'est la joie et la satisfaction. Je ne suis pas contre ceux qui prennent la fédération et je crois qu'on ne peut pas également saisir juste un pan de la Constitution et dire vous avez voté pour un État unitaire alors qu'on prend la fédération, puisque les explications données par les ministres ont été très claires. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont contre l'État unitaire, ils peuvent voter contre ce projet de loi-là au référendum. Et ça veut dire que si le non l'emporte, dans 2 mois, le gouvernement revient avec un projet de loi bâti cette fois-ci sur un État fédéral. Ce projet de constitution est le reflet des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif, qui a eu la participation de toutes les forces vives de la nation tchadienne. Et c'est la traduction dans les faits, en fait, des résolutions du dialogue national inclusif qui également sous-tendent les aspirations les plus profondes du peuple tchadien. Ce projet de constitution de la République est adopté après 2 jours de débat. Il ne reste que sa promulgation par le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, avant la tenue de l'élection référendaire qui devrait se pencher sur la forme de l'État. Effectivement, Leïla, pour décrypter cette actualité, il est avec nous, Madisamba Ngardino, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ça va faire quelque temps que le document a été un avant-projet de constitution. Aujourd'hui, grâce à l'approbation du Conseil national de transition qui fait office du Parlement, le document il devient un projet de constitution. Quelle est la prochaine étape? Voilà, comme vous l'avez si bien dit, l'avant-projet a été adopté en Conseil des ministres il y a un peu plus de 3 semaines. Maintenant, c'est les conseillers nationaux qui l'ont adopté aujourd'hui. Donc, la prochaine phase va être le référendum pour soumettre le projet de constitution à l'appréciation du peuple tchadien qui pourra l'adopter ou le rejeter. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord vulgariser ce texte. Il faut que les Tchadiens sachent pourquoi ils vont voter. Il faut les sensibiliser. Ensuite, il y aura la campagne, mais bien évidemment, il faut réunir les conditions de l'organisation de cette élection. Là, ça peut être les conditions
matérielle, financière, parce qu'il faut les moyens pour organiser cette élection référendaire. Alors, on le dit depuis tout à l'heure, c'était un seul projet de loi qui concerne l'État unitaire fortement décentralisé. Est-ce que c'est un échec pour les fédéralistes, les tenants du fédéralisme? Voilà, pour rappeler un peu le contexte, vous vous souvenez très bien, le dialogue national inclusif organisé entre août et octobre 2022 a décidé qu'il soit organisé 2 référendums. Un premier référendum sur la forme de l'État, parce que la question sur la forme de l'État était l'une des questions les plus chaudes au dialogue, qui a donné lieu à des chaudes empoignades. Oui. Et même bien avant, lors des pré-dialogues organisés un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et n'a pas été tranché. Voilà, ça n'a pas été tranché parce que le débat était tellement houleux que le président a décidé que cette question soit soumise à un référendum. Il faut que ce soit le peuple qui tranche. Okay. Donc, en principe, si on respectait la lettre de ce que le dialogue national inclusif et souverain a décidé, parce que le dialogue a été déclaré souverain, il devrait y avoir un premier référendum sur la forme de l'État. Est-ce que les Tchadiens optent pour un État unitaire décentralisé ou un État fédéral? Et ensuite, un second référendum où sera soumis justement le projet de constitution avec la forme de l'État qui aurait été adopté lors du premier référendum. Voilà. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne propose qu'un seul référendum en fait, avec un projet de constitution, avec pour forme de l'État un État unitaire décentralisé. Donc, disons que les fédéralistes ont été un peu pris de court. Le gouvernement dit juste que voilà, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de temps, parce qu'il faut respecter... Pour organiser 2 référendums. Voilà, 2 référendums. Il faut respecter le 24 mois de transition, qui a commencé depuis octobre dernier avec le dialogue. Donc, le gouvernement dit, on va soumettre ce projet de constitution avec un État unitaire. Si le oui l'emporte, voilà, c'est de facto l'État unitaire décentralisé qui va être instauré. Si jamais les Tchadiens disent non à ce projet de constitution, un autre projet sera réécrit maintenant avec la forme de l'État fédéral qui sera soumis de nouveau à un autre référendum. Donc voilà la version du gouvernement. Mais de toute façon, on envisage un deuxième référendum si le non l'emporte sur le oui. Et justement, et c'est là où on peut entendre l'avis des fédéralistes, parce qu'ils ont dit que le gouvernement est en train de faire une fuite en avant. Parce que, voilà. Mais est-ce que c'est cette démarche-là, les résolutions du dialogue non proposées telles que ça se passe actuellement? Et c'est pourquoi j'ai dit que les résolutions du dialogue n'ont pas été respectées. Parce que le dialogue a décidé d'organiser 2 référendums. Alors, si ce n'est pas respecté, pourquoi le gouvernement change les règles du jeu au cours du jeu? Le gouvernement dit justement que, compte tenu du temps qui reste, parce que voilà, après le dialogue, nous avons déjà consommé, disons, 6 ou 7 mois. Et il reste là moins d'1 an et demi pour l'organisation de l'élection présidentielle pour permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Donc le gouvernement dit, le facteur temps ne nous permettra pas d'organiser 2 référendums, donc on va faire juste un seul référendum. Si le oui l'emporte, ça emporte aussi l'État unitaire décentralisé. Donc les fédéralistes se sentiront lésés, certainement, et ils n'auront pas tort. Parce que pourquoi ne pas faire l'inverse? Pourquoi ne pas proposer un projet de constitution avec un État fédéral? On dirait que c'est une fuite en avant. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de critiquer que c'est une fuite en avant de la part du gouvernement. Et on peut entendre leur argumentation. Et tel que c'est parti, est-ce que la souveraineté du dialogue national inclusif est-elle remise en cause? Oui, sur cette question. Cette souveraineté a été remise en cause parce que le dialogue a décidé que ce soit 2 référendums. L'un pour la forme de l'État, l'autre pour l'adoption de la Constitution. Maintenant, tel que c'est parti, si le oui l'emporte, finalement, il n'y aura qu'un seul référendum. Donc, on n'aura pas respecté à la lettre ce qui a été décidé au dialogue national. Mathis Mbaye-Cardinal, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du Tchad Info. C'est moi qui vous remercie. Sa dernière apparition publique était à la clôture du dialogue national inclusif et souverain où il a arboré ses galons de général de corps d'armée. Aujourd'hui, l'homme qui était plusieurs fois dans les affaires de sécurité est admis à la retraite anticipée. Qui est-il? Des éléments de réponse avec Rassom Rojblila. Dans un décret publié ce matin par le secrétariat général du gouvernement, le général Mahamat Ismaël Chaïbo est admis à la retraite. Sur la 2e liste, il était le seul avant qu'on ne publie la liste de 50 autres. Il fut chef de l'Agence nationale de sécurité puis des renseignements militaires ainsi qu'au ministre de l'administration du territoire jusqu'à la mort du président Idriss Déby Itno.
Mahamat Ismaël Chaibo fait partie des 15 membres du Conseil national de transition qui avaient pris le pouvoir après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno, le 20 avril 2021. Après la dissolution du Conseil national de transition, Mahamat Ismaël Chaibo a disparu dans la sphère politique. Il est appelé à la retraite aujourd'hui à fleur d'âge. Il faut rappeler qu'en début du mois de mai, plusieurs généraux sont admis à la retraite, parmi lesquels le général Idriss Dokoni Adiker. Ce dernier a contesté ouvertement son admission à la retraite pour des raisons liées à l'âge. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, et celui de l'Éducation nationale, Moussa Kadam, ont visité ce 27 juin 2023 trois centres de correction des épreuves écrites du baccalauréat. Occasion pour eux de galvaniser les correcteurs qui travaillent dans des conditions pénibles. Le récit d'Ondale Paul rendu par Bekoutou Junior. Lancé le 26 juin, la correction des épreuves écrites du baccalauréat se poursuit dans 4 centres en N'Djamena. Ces centres sont situés au lycée du Sacré-Cœur, au lycée Collège évangélique, au complexe Ibn Sina et au complexe Tchado-Turc Marif. Sans électricité, les correcteurs, les vérificateurs et les secrétaires s'attellent à leurs tâches. Compte tenu de la chaleur, certains correcteurs travaillent en dehors des salles de classe. C'est ce que constate le ministre de l'Éducation nationale. Je voudrais, en termes d'impression, comme vous l'avez constaté, il faut tirer chapeau aux correcteurs, aux vérificateurs et aux membres des secrétariats. Parce que tout ce monde travaille quand même dans des conditions assez pénibles. À l'allure où les activités progressent, le ministre de l'Éducation nationale table sur de bons résultats. Les résultats sont nettement meilleurs. Et ça, c'est en fonction du fait que le programme a été achevé. Comme je l'ai dit l'autre jour, au début des épreuves, j'ai dit que cette année, le programme a été achevé, une moyenne de 90%, et ça influe sur les résultats. La correction des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2023 va s'étaler sur toute cette semaine et plus de 2500 correcteurs sont mobilisés pour 540 copies. Pèlerinage à la Mecque, dernière ligne droite. Les pèlerins tchadiens, à l'instar des autres pèlerins du monde, arpentent le mont Arafat, là où le prophète a fait ses adieux aux fidèles musulmans l'ayant accompagné à la fin de sa vie. Des explications. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. En bus ou à pied et en scandant Dieu, je suis là, les fidèles ont convergé depuis la vallée de Mina vers le Jabal Rama, mont de la miséricorde, là où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé selon la tradition son prêche d'adieu aux musulmans l'ayant accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Les chapeaux étant interdits pour les hommes durant le Hajj, les pèlerins tentent de se protéger du soleil avec des parapluies, des tapis de prière. Les femmes, quant à elles, sont obligées de se couvrir la tête avec des foulards. Des milliers d'entre eux se sont ensuite retrouvés à la mosquée de Namira, à proximité pour la prière de midi. Après le coucher du soleil, les pèlerins se rendront à Muzdalifa, à mi-chemin entre Arafat et Mina, où ils dormiront à la belle étoile avant d'effectuer le rituel de la lapidation des stèles représentant Satan à Mina et célébrer la fête du sacrifice, l'Aïd al-Adha. Restons dans le chapitre religion pour dire que demain matin, les fidèles musulmans de par le monde iront à la prière et en retour égorgeront un mouton. Telle est la tradition. À la veille de la fête de Tabaski, ils s'activent pour acheter au minimum un mouton. Notre reporter Judith Kamta a fait un tour au marché à bétail de Angabo pour vous offrir ce reportage. À l'entrée du marché à bétail d'Angabo, les clients se grouillent. Ils s'empressent pour au moins s'acheter un mouton à la veille de la fête de Tabaski. Ici, on y trouve des moutons de tous les goûts, mais hors de prix selon les acheteurs qui refusent de se faire filmer. Les vendeurs estiment qu'avec au moins 30 000, on peut se procurer un mouton. Le salaire est déjà déclenché de tous les côtés, de l'armée ou soit des fonctions publiques. Actuellement, tu vois, les moutons même sont bons, les moutons même sont graissés. Les prix même sont abordables. Les moutons sont là, sont graissés. De toutes les régions, régions de Guéra, région de Kanem, région de Amhadjar, Abéché, d'Amdjaras, toutes les régions de Tchad que vous voyez, voilà, sont de qualité des moutons de Poulbé, les moutons de Bar al-Ghazal, les moutons de Darzagawa, sont là tout.
Donc il reste seulement les clients même. Vous voyez l'ambiance, il n'y a pas de route même. Par rapport à l'année passée, cette année c'est bon, il y a beaucoup de moutons même. Chaque année, les acheteurs accusent les vendeurs de spéculer sur le prix à la veille de la fête. Signalons que cette fête musulmane rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demanda de sacrifier son fils Ismaël. C'est définitivement terminé pour cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous.